Bon, ben, on va commencer. Bonjour, Magali Girard. Je suis la directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Et il me fait grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Jimmy Bond, qui est le directeur de la protection et de l'optimisation des données administratives à l'Institut de la statistique du Québec. Je crois que c'est une présentation qu'on attendait depuis un bon moment. Comme vous savez, à l'ISQ, dans les CADRISC ou les centres d'accès aux données de l'ISQ, depuis peu, il y a les données des particuliers de Revenu Québec qui sont disponibles pour la communauté de recherche. Alors, Jimmy va nous présenter cette avancée-là majeure, les données disponibles et les possibilités de recherche. Donc, les formats de notre midi webinaire est toujours le même, c'est toujours le même. On commence à midi et quart. La présentation de Jimmy qui va durer peut-être 25-30 minutes et terminer par une période de questions et réponses, le tout pour terminer à 13 heures. Je vous invite pendant la présentation, si vous avez des questions pour Jimmy, à les inscrire dans le chat. Et puis, quand on va être rendu à cette période-là du webinaire, on va passer au travers de vos questions. Et voilà, comme vous savez, notre webinaire est enregistré. Il sera rendu disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube donc, possibilité de faire circuler ce webinaire-là à tous les gens intéressés. Alors, ben, merci beaucoup, Jimmy, de ta présence aujourd'hui et merci de présenter ces données-là. Merci beaucoup. Pendant que je partage ma présentation, je voulais vous remercier, le CQSS, pour nous donner l'opportunité de parler des données administratives, justement, de l'accès aux données administratives. Vous devriez voir ma présentation. Merci aussi aux participants. Là. Je vois qu'il y a vraiment un bel engouement là, pour ces données-là. C'est super intéressant. Je me présente, Jimmy Bond, je suis le directeur de la direction de la protection et de l'optimisation des données administratives à l'Institut de la statistique. C'est dans mon équipe qu'on prépare les jeux de données, les ensembles de données qu'on vous rend disponibles là, dans le cadre de vos demandes d'accès aux données. Euh, Parce qu'entre autres, c'est dans mon équipe qu'on a les personnes responsables des différents appariements de fichiers de données. J'ai également dans mon équipe des conseillers en protection des renseignements personnels qui viennent s'assurer de l'adéquation entre vos demandes et nos obligations légales. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est moi qui présente, mais je suis accompagné de mon collègue, le Justin Gondine, qui est le responsable des données revenues dans mon équipe. Donc, Justin sera là pour me sauver si vous posez des questions un petit peu trop crunchy auxquelles je vais avoir de la difficulté à répondre. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être là pour vous parler justement de l'offre de l'Institut qui s'agrandit là, avec la disponibilité récente des données sur les particuliers de Revenu Québec. Et la présentation va se dérouler de la façon suivante. D'abord, on va faire un petit rappel sur la mission de l'Institut. Par la suite, je vais rapidement énoncer quelles sont les données qui sont déjà disponibles là, avant la venue de celle de Revenu à l'Institut. On va ensuite rentrer dans le vif du sujet avec les données sur les particuliers de Revenu Québec. Puis, je vais aborder un élément là, intéressant sur la possibilité de combiner toutes ces banques de données-là là, en vue de bonifier les analyses. Puis, étant donné que les données de revenus, c'est quand même des données de nature particulière, ben, il y a des mesures de protection, des obligations qu'on devra respecter. On va en aborder un petit peu. Puis, on conclura avec justement une ouverture vers les autres données qui s'en viennent, dont certaines très bientôt. Avant de commencer la présentation, je veux juste mentionner que je vais prendre pour acquis que vous connaissez la façon ou la procédure pour faire une demande d'accès aux données à l'Institut. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revisualiser la présentation que mon collègue a faite, Jean-François Quentin, en octobre dernier, si je me souviens bien. La présentation est disponible là, sur YouTube. Et si vous avez des questions à la fin, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ceci étant dit, on va revenir sur certains éléments de notre mission, de la mission de l'Institut, qui vont vraiment servir de base à tout ce que je vais présenter aujourd'hui. Ceux qui connaissent l'Institut un petit peu savent que la mission première de l'Institut, c'est de réaliser des enquêtes populationnelles auprès de la population du Québec et donc de recueillir différentes informations par questionnaire auprès des répondants.
Cette collecte-là de données, puis la gestion des données qui en suit, c'est encadré ou c'est établi par notre article 25 qui vient définir quelles sont nos obligations en matière de protection. Une ligne du temps qui donne un peu une idée de l'évolution du développement des services d'accès aux données à l'Institut. Vous pouvez voir que ça a débuté environ autour de 2019 et on voit au bas de la droite qu'il y a eu différentes annonces budgétaires dans les budgets provinciaux du Québec, donc en 2019, 2022, 2023. Et ça venait annoncer la prochaine désignation de certains renseignements, mais ça reste une désignation théorique. Ça ne veut pas dire qu'on a des données le lendemain. Ce qui fait qu'en haut de la droite, vous pouvez voir des éléments vraiment importants là, de notre historique, dont le changement de loi en 2021, qui est venu nous donner ces informations, cette mission-là de rendre un service d'accès aux données. Même si la loi a été changée en 2021, c'est juste un an plus tard que les premiers décrets de désignation ont été signés, qui faisaient en sorte que là, on avait les coups des franges pour améliorer l'accès aux données pour la recherche et c'est tenter de diminuer les délais de ces accès-là. Puis le petit dernier, ben, la désignation des données de Revenu Québec, qui est survenue en mars 2024. J'y reviendrai un petit peu plus tard avec les détails. C'est là-dessus qu'on va parler aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails des données de revenus, je voulais juste rappeler quelques informations sur les données qui sont déjà disponibles avant ça. J'ai ici une image de notre site Internet là, qui vient vous donner accès à toute cette information-là. Puis bien que je vais parler beaucoup de données administratives, il faut que vous sachiez qu'il y a plus de 50 enquêtes à l'Institut qui peuvent être rendues accessibles dans le cadre de nos accès, soit seules, soit combinées avec des données administratives. Donc, c'est souvent des données intéressantes pour aller chercher des notions qui ne sont pas dans les données administratives, comme par exemple le statut tabagique. Donc, vous avez juste à cliquer sur le bouton de banque de données administratives pour arriver à cette page-là qui vous montre en fait les secteurs qui sont déjà disponibles. On a entre autres la santé avec les données de la Régie de l'assurance maladie du Québec et du M3S. On a aussi les données démographiques, donc les décès et les bulletins de naissance. Et on a également les données de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Moi, je vais focuser sur les données de revenus pour aujourd'hui, mais sachez que si jamais vous voulez plus de détails sur les autres sources de données et le contenu des variables, il y a Marc Doré qui va donner 2 ateliers de formation là, les 16 et 23 avril prochains. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous voulez avoir des détails sur ces variables-là. Parlons maintenant des données sur les particuliers de Revenu Québec. Avant de parler des fichiers et des variables comme telles, je vous propose de vous donner quelques informations importantes. Premièrement, l'annonce de la disponibilité est tout récente. C'était en février dernier. Ça découlait, comme je le disais, de toute la démarche de désignation de ces renseignements-là, puis de l'établissement de la liste des variables qui allait être désignée. Le décret a été signé en mars 2024. Par contre, la loi sur l'administration fiscale obligeait l'Institut à faire aussi une entente de communication pour encadrer ces données-là. C'est ce qui a été fait, ce qui a été finalement autorisé par la Commission d'accès en mars 2024. Mais c'est le seul ministère ou c'est le seul organisme qui a cette exigence-là dans la loi. Donc, les autres détenteurs, c'est uniquement le décret de désignation qui fait foi de la disponibilité des données. Et donc, ce qui fait que l'ISQ a eu accès aux premiers jeux de données à l'été 2024, mais on ne se le cachera pas, c'est pas parce qu'on reçoit les données un jour J que le lendemain sont disponibles pour la recherche. Il y a toute une appropriation qui est à faire sur ces données-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans les mois qui ont suivi. On a intégré, entre autres, toute la documentation dans notre dictionnaire de données de façon à ce que vous ayez un accès à l'information pour bien savoir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que ça contient, quelle période ça couvre et pouvoir effectuer vos choix de renseignement là, de façon facilitée. Il faut les harmoniser aussi, ces données-là, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Notre rôle, c'est de vous donner des données qui sont vraiment facilitées, harmonisées, ce qui fait qu'on ne voudrait pas vous présenter des dates qui sont du format année-mois-jour et dans une autre source de données, jour-mois-année. On harmonise toutes les informations là, dans les différents fichiers qui vous sont rendus disponibles.
dans le but aussi, après ça, d'extraire le plus efficacement possible les données pour vous créer vos fichiers. Il y avait bien sûr des différents travaux de préparation des programmes et des requêtes modèles qui vont éventuellement servir à ces extractions-là. Un des éléments vraiment importants à retenir aussi, c'est que l'ISQ, mais vous autres aussi, on a accès uniquement aux données, aux déclarations des 10 dernières années. C'est pas parce que l'Institut n'a pas réussi à négocier plus, c'est une exigence de la loi, encore une fois, sur l'administration fiscale. Ce qui fait qu'actuellement, en date d'aujourd'hui, on a accès aux déclarations de 2014 à 2023. Donc, rentrons dans le contenu comme tel des données de revenus. Il faut que vous sachiez qu'il y a trois types de fichiers que l'Institut a accès, donc que vous allez avoir accès. Premièrement, les TP1. Ensuite de ça, il y a les annexes et les relevés. Chacun de ces groupes-là contiennent 11 fichiers différents. À ça s'ajoute un fichier séparé qui correspond au crédit d'impôt remboursable pour un montant ponctuel sur les coûts de la vie, qui était un crédit uniquement disponible dans l'année d'imposition 2021. Et il y a un fichier aussi qui représente le crédit d'impôt pour solidarité. Donc, ça veut dire qu'il y a 35 fichiers par année d'imposition qui contiennent presque 300 variables. Donc, si on considère les 10 années auxquelles vous pouvez avoir accès, c'est plus de 350 fichiers et donc c'est presque 3000 variables dont vous pouvez faire des demandes. Et toutes ces belles données-là vous sont rendues disponibles de façon préparée pour que vous puissiez tout combiner ensemble les renseignements portant sur les mêmes individus. Je ne rentre pas dans les détails qui sont en haut. Ce qui m'importait de vous mentionner, c'est ce qui est en bas de la diapo, c'est que pour chacun des fichiers, pour chacun des projets de recherche qu'on vous prépare, l'Institut va toujours créer un numéro unique, anonyme de chaque individu qui vous permet de lier ensemble toutes les informations portant sur un même individu, mais pas seulement au niveau des données de revenus, mais aussi par rapport aux autres secteurs dont vous auriez fait la demande et que vous auriez été autorisé à recevoir. Donc, on parle de santé, éducation, et éventuellement plusieurs autres qu'on reparlera un petit peu plus tard. Rentrons dans le vif du sujet. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait trois groupes de fichiers, les TP1, les annexes et les relevés. Commençons avec les TP1. Donc, vous pouvez constater que les 11 fichiers sont énumérés ici à l'écran. Et le chiffre qui est en parenthèse au bout du fichier, c'est le nombre de variables qui est contenu dans chacun de ces fichiers-là. Donc, vous voyez qu'on a premièrement le renseignement sur le contribuable. Les informations qui sont en dessous, ce n'est pas la liste complète des variables. On a juste inscrit quelques variables qu'on pensait qui pourraient être intéressantes de vous présenter, mais sachez que vous pouvez aller sur le site Internet de l'Institut et voir l'entièreté des variables et qu'est-ce que ça comprend. Donc, par exemple, pour le renseignement sur les contribuables, vous avez accès à la date d'arrivée au Canada, la date de départ, la date de faillite. Le fichier sur les renseignements sur le conjoint, vous avez bien sûr le revenu net du conjoint, mais aussi la date de naissance ou la date de décès, le cas échéant. On a également le fichier de revenu total qui contient 31 variables. Ça inclut les cotisations là, aux diverses entités, le RPC, RQAP, etc. Et revenu net d'entreprise. On a également le fichier de revenu net qui contient, entre autres, les pensions alimentaires, les déductions pour REER. Ensuite de ça, on a le revenu imposable avec des déductions pour les gains en capital, les crédits d'impôt non remboursables qui incluent les frais médicaux, les montants de personnes à charge, impôts et cotisations qui contient, entre autres, la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec, et les 40 variables du fichier de remboursement ou solde à payer, qui contient bien sûr l'impôt retenu à la source, mais aussi les crédits d'impôt pour les services de garde et les soutiens aux aînés. Et quelques autres jeux de données là, qui portent sur le ménage fiscal, codifiant et l'information sur les personnes à charge. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer, mais on va on va présenter juste les variables au complet de deux de ces fichiers-là, commençant par le fichier des revenus total. Encore une fois, je ne vous énumérerai pas toute la liste des variables, mais vous les avez à l'écran. On a entre autres, en plus du revenu total, là, toutes les cotisations, on a les autres revenus d'emploi,
on a les différentes prestations d'assurance parentale, d'assurance emploi, RRQ, les gains en capital imposable, les pensions alimentaires reçues. Donc, toute la liste est affichée devant vous. Donc, je rappelle, 31 variables qui sont énumérées ici. L'autre fichier que je voulais vous présenter, c'est le fichier des remboursements ou soldes à payer. Faute de place, on n'a pas listé les 40 variables, donc c'est une liste partielle, mais vous pouvez voir qu'il y a différents crédits d'impôt sur les frais de garde, les activités des enfants, les frais d'adoption. On a entre autres aussi les crédits d'impôt, les crédits d'impôt remboursables pour les frais médicaux, les traitements d'infertilité, déclaration des pourboires, les crédits d'impôt Logis Rénov et Rénovert. Donc, encore une fois, vous avez la liste complète avec un descriptif sur notre site Internet des services d'accès aux données. Maintenant, ça, c'était deux des fichiers de TP1. Je vous ai dit aussi qu'il y avait des fichiers sur le relevé. Les 11 fichiers de relevé sont les suivants. Donc, le relevé, le principe est le même. Quelques variables descriptives particulières en dessous avec le nombre de variables qui est affiché entre parenthèses pour chacun des jeux de données. Donc, on a les relevés de revenus d'emploi qui contient le régime privé d'assurance maladie, code d'activité économique de l'émetteur du relevé aussi. On a également les relevés 2 des revenus de retraite, les revenus de placement, les prestations et indemnités, régime québécois d'assurance parentale, avec les prestations dans le relevé 6, montant pour études postsecondaires, revenus de fiducie, etc. Vous les avez tous et toutes devant les yeux. De la même façon, je vais présenter l'ensemble des variables, c'est-à-dire les 8 variables du relevé 1, qui sont les suivantes. Premièrement, le numéro d'entreprise du Québec de l'émetteur du relevé. Ensuite de ça, le code d'activité économique de cet émetteur-là. On a le revenu d'emploi, la cotisation à un RPA, l'impôt du Québec retenu, autres revenus, régime privé d'assurance maladie et régime d'assurance interentreprise. Ce qui m'amène à amener la précision que la première variable, vous voyez qu'il y a un astérix à côté. Ça veut dire que l'Institut a l'obligation de venir banaliser ou c'est-à-dire transformer certaines des variables en numéro anonyme de façon à ce que l'information ne soit pas rattachable à une entité en particulier. Donc, c'est le cas du NEC, du numéro d'entreprise du Québec. Et cet élément-là aussi m'amène à vous préciser que c'est les données de revenus sur les particuliers. Donc, il va être essentiel, voire interdit de faire autrement. Vous ne pourrez pas, dans vos analyses, produire des résultats statistiques sur la base des entreprises. Donc, votre unité d'analyse va devoir être soit le ménage ou le particulier, mais c'est une exigence là, de l'exploitation de ces données-là. Donc, dans la même ordre d'idée, on retrouve les 11 annexes qu'on avait listées, qu'on avait présentées un petit peu précédemment. Je ne passerai pas à travers, encore une fois, la liste des fichiers, mais vous pouvez voir que les montants pour personnes à charge, des revenus d'entreprise et tous les gains et pertes en capital, donc toutes les informations sont présentes dans ces annexes-là. Maintenant, toutes ces belles données-là, je veux vous parler de l'avantage, en fait, de passer par l'Institut pour avoir accès à toutes ces données-là, c'est qu'on a vraiment une expertise de pointe en appariement de fichiers de données, ce qui fait que ça nous permet de vous offrir une avenue vraiment multisectorielle en termes d'analyse pour vos recherches, donc de croiser des données de différents secteurs qui habituellement ne sont pas mis en commun. Probablement que vous avez toutes des histoires sur lesquelles vous aviez accès à juste un jeu de données ou un ensemble un secteur. Et là, on vous offre la possibilité de combiner toutes ces données-là entre les différents secteurs. C'est certain que le rôle qu'on a, nous, pour l'appariement des données, ben, ça exigeait que les différents détenteurs nous communiquent les renseignements identificatoires, comme les noms, les prénoms des personnes, de façon à ce qu'on puisse retrouver Jimmy Bond dans les fichiers de la santé avec le Jimmy Bond dans sa déclaration de revenus.
afin de tout mettre ça ensemble pour pouvoir combiner les données. Donc, c'est l'accès que l'Institut a. Par contre, les fichiers qui vous sont communiqués ou qui vous sont rendus disponibles, c'est uniquement des fichiers dépersonnalisés, donc vous n'aurez jamais l'identité des personnes. Donc, je le rappelle, je l'ai mentionné tantôt, mais chaque projet qui vous est autorisé, l'Institut va créer un ensemble de données qui va vous permettre de réaliser vos travaux et produire vos analyses. Donc, pour vous donner une idée des appariements qu'on réalise, dans le cadre d'un projet qu'on a déjà dû réaliser avec Revenu Québec, on a apparié les données de revenus avec les données du fichier d'inscription des personnes assurées de la RAMQ, le fameux FIPA. Donc, parmi les 8 803 000 individus qui avaient une déclaration ou soit une observation dans le TP1 ou dans un des relevés, on en a trouvé, on a identifié plus de 8 538 000 dans le fichier de la RAMQ, ce qui correspond à peu près à un appariement de 97 %. Donc, c'est pour vous montrer que si vous déposez une demande qui implique ces données-là, on peut, de manière facilitée, vous rendre disponibles les données de ces deux sources-là. On continue à travailler sur les différents appariements dans le cadre des projets, puis ces taux-là risquent d'augmenter avec les travaux qu'on aura à faire. Il y a d'autres appariements qu'on fait, pas juste avec les données de revenus. Ça fait déjà plusieurs années qu'on effectue les travaux pour des projets. Donc, on a apparié, entre autres, le FIPA, la santé avec l'éducation. On a déjà presque 2 millions d'enfants d'identifier ou de jumeler entre les sources, ce qui permet encore une fois de combiner ces données-là. Et par rapport au registre des événements démographiques, soit les bulletins de naissance ou de décès, on a plusieurs liens déjà établis, donc avec 3 millions d'enfants au fichier de naissance et presque 1,4 million de personnes décédées là, au courant des années 2000. Si on représente visuellement un peu ce que je viens de vous décrire, vous voyez qu'on est dans l'environnement sécurisé de l'Institut, puis nous, on a accès d'une façon facilitée à différents jeux de données, que ce soit des données administratives ou des données d'enquête, mais également des fichiers de données que vous auriez pu recueillir et que vous voudriez intégrer à votre projet. Il s'agit de nous les communiquer pour qu'on fasse l'appariement. Et ce qu'on vous produit, c'est un fichier de recherche qui est spécifique à votre projet. Vous pouvez faire les analyses que vous voulez dans notre environnement. Par contre, ce qui est diffusé, ce que vous voulez publier dans un rapport ou dans une présentation, doit satisfaire les exigences les règles de confidentialité. Et c'est de ça que je vais vous parler rapidement à partir de maintenant. Comme je l'ai dit au début de la présentation, ces variables-là, ont un statut particulier. C'est variable monétaire de nature fiscale en plus. Donc, vous comprendrez que ça vient avec certaines mesures de protection à respecter. Donc, pour ceux qui connaissent les services de l'Institut, il y a deux façons d'accéder, avoir accès aux données. On a en cas de risque, les centres d'accès aux données de recherche de l'Institut de la statistique. Vous venez tout simplement vous asseoir dans un local puis vous connecter à notre environnement. Et l'autre façon, c'est en accès à distance, donc de votre lieu de travail, par exemple, vous vous connectez à notre environnement. Il faut savoir que dans le cas des données de Revenu Québec, à partir du moment où vous avez une donnée de revenu, l'accès ne peut être qu'en cas de risque. C'est une exigence de Revenu Québec et c'est la seule façon de pouvoir accéder aux données. Comme je l'ai mentionné aussi tantôt, il y a différentes règles de confidentialité qui devront être respectées ou appliquées. Je ne veux pas entrer dans les détails de ces règles-là. Je vous en présente quelques-unes pour que vous les ayez dans la présentation. Mais c'est un peu les règles standards. Là, tout le monde sait que généralement, pour produire une statistique, il faut qu'elle soit basée sur un minimum d'individus. Souvent, on va voir un paramètre de 5 unités au minimum. Dans le cas des données de Revenu Québec, le paramètre sera de minimum 10 individus. Puis, étant donné que ce n'est pas des échantillons aléatoires, c'est des données administratives, il y a le concept d'arrondissement là, des valeurs qui devra être appliqué. Mais encore une fois, je ne vais pas dans les détails, juste vous mentionner que, étant donné la nature de ces données-là, il y a certains types d'analyses ou de résultats qui étaient privilégiés, donc des tableaux de fréquence ou de la modélisation, mais essayer la production de valeurs continues, moyennes, totaux, vont être
permis juste dans certaines circonstances là, qui sont en appui au modèle. Donc, je vous laisse ça comme ça parce que je vous invite plutôt à regarder le guide à l'intention des équipes de recherche là, qui vient détailler toutes les obligations ou les règles qui sont à appliquer. Donc, je vous invite à consulter ce document-là pour plus de détails ou à nous contacter là, à l'Institut. On va pouvoir répondre à vos questions. Donc, euh, pour terminer ou pour conclure, disons, je voulais vous parler des autres données qui s'en viennent prochainement. Mais avant tout, sachez qu'on est constamment en discussion avec les autres, avec les organismes publics pour la désignation de nouvelles données. Euh, la démarche de désignation, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, c'est pas très complexe, mais la décision de désigner ou non une banque de données ou un renseignement, c'est vraiment la décision du détenteur. Nous, on peut présenter vos besoins, on peut justifier pourquoi c'est nécessaire, on peut présenter des arguments, pourquoi on les veut, mais ça reste leur décision. Puis, c'est pour ça que la démarche prend généralement plusieurs mois. Je dirais même en moyenne 2 ans. Et malgré tout, ça nous permet d'avoir accès à plusieurs données, puis il y en a plusieurs autres qui s'en viennent. J'ai eu la confirmation ce matin que le MIFI, le décret de désignation est terminé, donc il rentre dans le processus d'autorisation auprès du Conseil des ministres. Ça ne veut pas dire qu'on aura des données avant la fin de l'été. Par contre, c'est de bon augure là, pour les prochains mois. On a aussi des discussions avec Retraite Québec. Donc, j'ai passé vite, là, mais MIFI, c'est les données d'immigration provinciale. On a aussi des discussions avec Retraite Québec pour ce qui est des données sur le RRQ et aussi avec le ministère de la Famille et des Aînés pour les données de l'allocation familiale. Il est prévu que les décrets de désignation pour ces organismes-là soient déposés en mai. Donc, pour l'instant, le plan de match, il est toujours bon. Donc, ça devrait bien cheminer. Je peux mentionner aussi qu'on a des discussions avec plusieurs autres ministères. On rediscute avec le ministère de la Santé pour désigner d'autres banques de données, par exemple le registre des cancers ou le fichier MADO. On a également eu des discussions avec le MAMACH pour le rôle d'évaluation foncière. On a des discussions avec le MESS, avec le CGAP, qui sont responsables du RQAP. On discute avec la CNESST, le MFA pour les autres banques de données, le ministère de la Sécurité publique pour les données correctionnelles et même avec Élections Québec. Donc, toutes des discussions qui pourraient aboutir soit prochainement ou dans les prochaines années. Donc, beaucoup de potentiel pour l'accès à ces données-là. Puis, malgré que ce ne soit pas des partenaires provinciaux pour lesquels s'appliquerait la désignation, on a aussi des discussions avec l'IRCC, qui est l'immigration fédérale, avec qui on doit rédiger une entente de communication. On était sur le point de signer, mais il y a quelqu'un qui a déclenché les élections. Donc, c'est venu un peu court-circuiter les choses parce que les employés négocient au nom du ministre et là, il n'y avait plus de ministre. Donc, ça a été reporté après l'annonce du nouveau gouvernement, mais l'entente est presque finalisée, donc ça pourrait voir le jour quand même prochainement. Et un autre jeu de données qu'on pourrait avoir accès très prochainement, c'est ce qu'on appelle le LCV, l'enquête longitudinale l'enquête longitudinale canadienne sur le vieillissement, qui est, je crois, détenue par McMaster. Et donc, ça aussi, on est sur le point de signer l'entente. Donc, c'est une enquête qui s'ajoutera à l'offre de données de l'ISQ. Donc, je vous ai mis quelques liens intéressants que vous pouvez contacter. Je pense qu'ils vont être dans le chat aussi. Donc, je vous invite à déposer vos demandes puis à nous poser des questions là-dessus. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jimmy. Il est midi 46, on doit terminer à 13h. On a déjà des questions dans le chat, donc je vais y aller tout de suite. N'hésitez pas là, à ajouter d'autres questions dans le chat ou à lever la main si peut-être je peux arrêter le partage de. Ah, ben OK, c'est correct, on va laisser ça. Mais juste avant de te poser la première question, informer tout le monde que ta présentation, Jimmy, va être rendue disponible sur notre site web aussi que vous pourrez télécharger en PDF. Alors voilà, j'y vais avec la première question. Bonjour, est-ce que les domaines
est-ce que le domaine ou le secteur dans lequel la personne travaille est disponible? Puis là, la personne pose, ce sont les codes CIAN. Je pense que oui, hein, les CIAN, c'est les codes d'industrie. Oui, il va y avoir le code d'activité économique et il va y avoir le code SIAN aussi qui vont être disponibles. Vous avez indiqué qu'il y a un code de ménage. Il combine le particulier, son conjoint et ses enfants. Point d'interrogation. Le, la variable ménage que Québec crée, c'est là que Justin va m'aider. Je pense que ça inclut juste la personne et son conjoint, pas nécessairement les enfants. Oui, tout à fait. Tout à C'est fait. ça. Par contre, je veux juste ouvrir la porte à d'éventuels développements de notre côté. Nous, c'est intéressant, hein, à l'Institut, là, l'information sur le ménage. On peut parler de ménage fiscal, mais on peut parler de ménage à la même adresse ou le ménage familial. Donc, éventuellement, on va travailler sur la création d'indicateurs, justement, pour définir les différents ménages. Puis, ça sera des informations qui seront ajoutées aux données ou à l'offre de service. Puis, les personnes pourront choisir ces variables-là éventuellement. Mais c'est pas du court terme, mais c'est dans les plans. Euh, Peut-on fusionner les données de revenus des parents à celles des enfants du MEQ, ministère de l'Éducation? Assurément. En fait, les enfants et les parents à l'intérieur de Revenu Québec, parce que l'enfant peut faire sa déclaration. Donc, s'il est inscrit comme déclaration dans Revenu Québec, il va être là. Mais effectivement, on peut lier les données de Revenu Québec avec les données d'éducation dans l'optique où il va à l'école et dans l'optique où il fait une déclaration. Est-ce que la fenêtre de 10 ans est mobile? Ça veut dire, est-ce que 2014 sera retiré quand 2024 sera ajouté? Et si c'est le cas, que se passera-t-il avec les projets en cours? Je l'attendais, celle-là. Excellente question. Oui, effectivement, ou malheureusement, on doit détruire les données de la 11e année. Par contre, il faut savoir que si votre fichier de données a été créé, puis vous avez accès, ou on est sur, si votre fichier est créé, puis il a été déposé dans votre environnement, on ne vous retirera pas la 11e année de votre fichier, au même titre qu'on ne vous rajoutera pas la nouvelle année si elle n'est pas prévue à votre autorisation. Donc, si votre fichier est créé, il va être fixe toute la durée de votre autorisation, qui peut être de 5 ans, par exemple. Il y aura probablement possibilité de prolonger si vous n'avez pas terminé vos travaux, mais on n'enlèvera pas des années à l'intérieur de votre projet une fois qu'il est créé, qu'il est réalisé. Par contre, si on est en préparation des jeux de données, là, on est à discuter avec Revenu Québec par rapport à c'est une date fixe qu'on va utiliser ou non. Mais si on est en préparation, ben, c'est sûr que s'il y a des nouvelles données qui rentrent, on ne pourra pas fournir des données sur 11 ans. Donc, il y aura cette obligation-là qui va nous être imposée. Mais Mais si soyez un sans crainte, chercheur, là, vos données ne seront pas imputées à chaque année si vous faites un projet pendant 5 ans. puis un chercheur qui voudrait faire une demande, un amendement pour se faire ajouter les données les plus récentes, est-ce qu'à ce moment-là, ça l'obligerait à faire le deuil des plus, la plus vieille année Ça fait finalement? partie des discussions qu'on continue à avoir avec Revenu Québec pour le fonctionnement là, disons, pratico-pratique des projets. Mais j'ai l'impression que si on rouvre la demande pour autoriser une nouvelle année, ça ne peut pas inclure 11 années, étant donné qu'on doit se limiter aux 10 dernières. Fait que si on rouvre le projet pour une demande de modification pour ajouter une nouvelle année, on sera probablement, je ne suis pas à 100% certain, mais on devra probablement enlever les données de la 11e année. Dans le cas des appariements, est-ce que la règle de 10 ans s'appliquera aussi aux données non fiscales? Pourrions-nous associer des données sur le parcours éducatif d'un individu avec ses données fiscales comme adulte dans la fenêtre de 10 ans? Pas sûr de comprendre la question. Ben, en fait, je pense qu'il y Les, a deux questions. C'est est-ce que la règle de 10 ans s'applique aussi aux données non fiscales dans le cas d'un ben, appariement? non, non, on pourrait apparier les données de santé et d'éducation sur une période de 25 ans, il y a aucun problème. C'est juste pour la donnée fiscale, donc de Revenu Québec sur les particuliers, elle est limitée aux 10 dernières déclarations, 10 dernières années de déclaration. Euh, Puis la deuxième partie, c'était? Pourrions-nous associer des données sur le parcours éducatif d'un individu avec ses données fiscales comme adulte dans la fenêtre de 10 ans? Oui, tout à fait.
Super. Est-ce que vous avez comme objectif de créer une base contenant un échantillon de l'ensemble des variables, un peu comme le LAD ou la DAL de Statistique Canada? Et comme un échantillon Malheure- de 20 des ouais. déclarations, ouais. Malheureusement, les lois du fédéral et les lois du Québec ne sont pas les mêmes. Et notre loi, qui est en fait, si je simplifie un peu, là, c'est l'ancien article 125 de la loi sur l'accès qui a été pelleté dans notre loi. Donc, on a les mêmes obligations de utiliser ces données-là uniquement lorsqu'il y a un projet qui nécessite l'utilisation de ces données-là. Donc, on répond à un besoin qui est énoncé par une demande d'accès et une autorisation de cette demande-là. On ne peut pas préparer des fichiers qui répondraient à un besoin pour de multiples utilisations. On ne peut pas emmagasiner des fichiers comme ça. Il faut juste créer des fichiers qui répondent à un besoin. Puis, c'est une obligation de notre loi et des lois du Québec. Donc, à moins qu'il y ait un programme statistique développé par l'Institut de la statistique qui en arrive à un produit que le livrable est un fichier de ce type-là, qui pourrait être rendu par la suite disponible dans nos centres d'accès. À moins que cette situation-là arrive, ce ne sera pas le cas. Petite question, est-ce que l'ISQ prévoit d'intégrer éventuellement les données de Revenu Québec pour les entreprises et les OSBL? Tout à fait. Dans les discussions qu'on a eues avec Revenu Québec, au début, les deux types de données étaient inclus dans les discussions. On a déjà établi une liste de variables pour les, les données de Les Revenu Québec sur les entreprises? entreprises et sociétés. Mais au milieu ou vers la fin, on a comme décidé de remettre ça en une deuxième phase. Donc, il y aura des discussions qui vont reprendre, mais effectivement, c'est dans les plans de désigner les renseignements sur les sociétés et les entreprises de Revenu Québec et de d'autres ministères, là, le cas échéant. Euh, mais on a quand même certains travaux à faire à l'Institut parce que l'accès aux données entreprises, contrairement à Statistique Canada, il n'y a pas de données entreprises qui sont disponibles dans nos centres d'accès actuellement. Environ 5 des déclarations fiscales sont produites en retard. Est-ce que les fichiers sont mis à jour pour intégrer ces observations aux années fiscales correspondantes? Tout à fait. On va avoir des mises à jour qui vont couvrir, je pense, c'est les 2 ou 3 dernières années. Donc, à chaque, euh, à chaque mise à jour des données d'une nouvelle année fiscale, on va recevoir aussi des corrections des 2 ou 3 dernières années. C'est ce qui a été entendu avec Revenu Québec. Puis peut-être même une mise à jour à mi-chemin, là, c'est-à-dire au bout de 6 mois pour les dernières. Mais c'est sûr que pour l'instant, c'est pas un fichier vivant qu'on a accès en continu. C'est plutôt une mise à jour à une fréquence donnée, comme ça a été entendu avec Revenu Québec. Parfait. De 5 à 20 des personnes ne produisent aucune déclaration fiscale dépendant des groupes sociodémographiques. Un grand nombre de ces personnes peuvent être associées à un relevé qui n'est pas un TP1, pas une déclaration. Est-ce que les relevés sont disponibles pour les individus qui n'ont pas produit de déclaration? Bonne question. Je me retournerai vers Justin. J'aurais tendance à penser que oui, parce qu'à partir du moment où il y a un relevé qui a été émis par une entreprise ou un organisme, un employeur, il fait partie de la liste des relevés. Par contre, la personne n'a peut-être pas fait sa déclaration. Est-ce que je suis. Oui, tu as raison, Jimmy. Dans le fond, on a toutes les déclarations, que ce soit TP1, relevé, individuel ou même les annexes dans le, Hmm. au cas où. Donc, on les a. Parfait. Donc, on a une question sur le lieu de résidence. Je n'ai pas pu voir quelle information était disponible sur le lieu de résidence. Code postal à 6 chiffres, unité géographique de la classification géographique type de StatCan ou autre. Qu'est-ce qu'on a pour le lieu de résidence? Quel niveau Ah, en de fait, finesse? nous, on a l'information détaillée de l'adresse des personnes pour les besoins de la périmètre. Par contre, on ne peut pas les communiquer dans le cadre des recherches. Au niveau du code postal, généralement, on peut fournir le code postal à 3 positions ou différents découpages géographiques. Il y a certaines exceptions. Des fois, le code postal à 6 positions peut être permis dans certaines situations, mais j'amènerais peut-être l'intérêt ou l'avantage, encore une fois, de passer par l'institution. On a développé un registre des adresses parce que ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est que dans mon équipe,
j'ai une partie qui est en géomatique, donc j'ai quelqu'un qui fait l'association des adresses là, directement, la géolocalisation. Puis cet élément-là vient permettre d'associer l'aire de diffusion directement à cette adresse-là et donc permet de connecter avec différents découpages administratifs ou géographiques. Donc, les données du recensement, les données de Canut, les données d'autres sources agrégées comme ça pourront être accessibles de façon facilitée, encore une fois, par le biais de cet registre des adresses-là. Présentement, c'est en lien avec, on a développé cette approche avec les adresses qui sont au FIPA, donc de la RAMQ, mais la connexion avec les autres banques de données nous permet de quand même utiliser cette notion-là. Donc, il y a différents découpages géographiques qui vont pouvoir vous être rendus disponibles puis autorisés sans que vous ayez accès au code postal de façon aussi précise. Mais dans certains cas, certains besoins qu'il nécessiterait, l'évaluation sera faite, puis dans quelques situations, on le permet. Super. Merci. Est-ce que les données de Revenu Québec peuvent être combinées à des données de Statistique Canada? Par exemple, l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes. Ah, ben, je vais faire la question en deux parties. Les lois fédérales, les lois provinciales, ça ne fait pas mon ménage. Statistique Canada a une loi qui ne peut pas sortir les données de son organisme et nous les transmettre. On a une loi équivalente qui dit la même chose. Donc, on n'aura pas accès aux données de Revenu Canada, par exemple, que Statistique Canada pourra avoir ou à la BEDIM, par exemple. Par contre, la question est comme deux parties. Le SCC de Statistique Canada est une enquête pour laquelle l'Institut a aussi un échantillon, pas un échantillon, une question sur le consentement au partage de ces données-là avec l'Institut. Donc, l'Institut reçoit un fichier des différents cycles de l'ESCC depuis 24 ans et donc peut rendre disponibles les données de l'ESCC pour les répondants du Québec, combinées avec des données administratives sans aucun problème, de la même façon que les autres. Donc, ce fichier-là combiné disponible dans les quadrisques, finalement, une fois que le chercheur a accès, Exactement. c'est qui inclut. Exactement. Est-ce Encore que une vous fois, êtes... je répète la distinction. Si c'est les données de l'ESCC avec des données de santé puis éducation, l'accès peut être fait aussi en accès à distance. À mesure qu'il y a une donnée de revenu, à ce moment-là, c'est un accès en cas de risque. Et là, tu as parlé des données de l'ESCC, mais est-ce que sur le site, votre site d'accès aux données, vous avez la liste avec lesquelles vous avez Ouais. pour lesquelles vous avez une entente avec Statistique Canada pour savoir avec quoi les chercheurs peuvent demander des fusions? Je l'ai Oui, peut-être. dans le petit bouton que j'avais ici, Oui, on peut voir que dans les données d'enquête, vous avez la liste complète des enquêtes disponibles. le Puis, StatCan. OK. en fait, le SCC est là-dedans, puis vous pouvez voir OK. que ces données-là peuvent être rendues disponibles. Super. Là, est-ce que l'on peut avoir les informations fiscales des parents des enfants nés entre 2014 et 2024 pour lesquels on regarde les données de la RAMQ des enfants? OK. Il faudra que je la prenne tranquillement, celle-là. Les parents des enfants qui sont nés entre 2004. Non, ça ne marche pas. Les informations fiscales des parents des enfants, c'est donc des enfants qui sont nés entre 2014 et 2024, on va avoir les données fiscales de leurs parents. Puis pour lesquels combinés, on a des informations sur les enfants, mais des informations de la RAMQ. Donc, on fusionne des informations des enfants de certains fichiers de la RAMQ avec les données fiscales de leurs parents, finalement, pour une Euh, période de 10 ans. faudrait que je m'y penche comme il faut, parce que je suis très visuel, mais oui, je pense que oui, ça serait possible. Ça serait quelque chose qui est faisable. Super, ben merci. On aurait on est pas mal passé 1 heure. Je voulais juste, on a fait le tour des questions. Juste vous rappeler que Catherine a mis merci Jimmy d'avoir mentionné les formations de Marc Doré pendant ta présentation. Catherine a mis un lien vers les deux liens OK. d'inscription. Puis elle a aussi mis le lien vers la présentation de Jean-François Quentin, qui est ton collègue à l'ISQ, qui a Mhm. présente une fois par année sur comment faire une demande d'accès en cas de risque ou auprès de l'ISQ. Donc,
tout est là. N'hésitez pas à visiter notre site web. Puis, comme Catherine le rappelle aussi, ta présentation, Jimmy, va être rendue bientôt disponible sur notre chaîne YouTube pour rediffusion. Merci beaucoup, Jimmy, pour ta présence. Puis, merci à tout le monde d'avoir participé en grand nombre. Ça fait toujours plaisir. Ça me fait plaisir. Merci pour la participation. Merci. Bon après-midi.